Merci. Merci. Ça fonctionne bien? Oui, J'ai un peut-être doute. plus près. Plus près. Là, c'est bon. On n'entend pas super bien? Non? J'ai l'impression qu'il n'est pas terrible. Est-ce que là, c'est mieux? Oui. Ok, donc effectivement, moi je suis psychologue clinicienne, thérapeute, alors ça va peut-être vous perdre un peu. On n'entend pas? Je vois pas ce que je peux faire de plus là. Okay. Donc je suis psychologue clinicienne, thérapeute. Alors LI, ICV, ça va peut-être vous perdre pour ceux qui ont déjà entendu parler de ICV, mais c'est juste la même chose, c'est LI pour Lifespan Integration. On a décidé de garder le même nom pour qu'à l'international ce soit plus simple. Donc je vais vous parler de comment on reçoit les enfants et les ados grâce au LI. Du coup, je dirais parfois LI, parfois ICV, d'accord. Parce qu'on connaît pas mal cette thérapie pour les adultes, mais on connaît moins comment on fait pour les enfants et pour les ados. Donc, si je vais en arrière, ça va pas. Donc, c'est une thérapie psychocorporelle qui est née au début des années 2000. On a un peu les mêmes références théoriques, on va dire, que ce qui vient d'être présenté par Sophia. Les premiers patients, patientes, c'était des adultes qui avaient été victimes de négligence ou de maltraitance pendant l'enfance. L'objectif, c'est de faire sentir que le temps a passé et de proposer des expériences réparatrices des 1000 premiers jours. Donc faire sentir que le temps a passé, hein, on a vu à plusieurs reprises aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui semble figé, bloqué, qu'il y a quand même une perturbation au niveau de la mémorisation. Hein, en cas de trauma, l'hippocampe n'a pas daté l'événement. Et puis, les 1000 premiers jours de vie, on va en reparler aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là, qui sont importantes pour le futur. Donc, on va utiliser la ligne du temps. Je vais vous expliquer après, pour ceux qui ne connaissent pas, les répétitions, l'accordage du thérapeute, ça, ce sont les bases. Et Lorman, en France, a adapté cette thérapie depuis 2015 pour les enfants. Donc, l'idée, c'est qu'on va être centré sur l'enfant, mais on ne va pas le recevoir systématiquement. Ou en tout cas, on va déjà d'abord travailler avec ces figures d'attachement pour sécuriser le présent. Alors, donc voilà, comme je vous disais, on est un peu sur les mêmes bases. On a carrément la même image sans se concerter. Donc l'idée, c'est que le cerveau se développe dans l'interaction en fonction des expériences les plus fréquentes, d'accord, pas les meilleures, pas les pires, juste celles qui arrivent le plus souvent. Et que les 1000 premiers jours de vie sont très importants, notamment au niveau de la construction de la régulation émotionnelle, et puis dans l'enfance après aussi toutes les capacités d'intégration. Le cerveau est mature vers l'âge de 25 ans, et Daniel Siegel nous dit que de bonnes capacités intégratives amènent une bonne santé mentale pour toute la vie. Donc quand on parle de capacité intégrative, c'est pas un concept abstrait, hein, c'est vraiment l'intégration au niveau du cerveau, toutes les zones du cerveau qui fonctionnent ensemble. D'accord. Là où dans le trauma, y a des parties qui sont un peu dissociées, ou en tout cas, peut-être pas, c'est peut-être pas étanche à 100%, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui circule pas. Donc, la sécurité dans le présent, ça va être vraiment la condition préalable au traitement des traumas. Hein, évidemment, l'idée, c'est de faire sentir que le temps a passé. Si l'enfant est encore en plein dans le trauma, qu'est-ce qu'on va lui faire sentir? Regarde, ça s'est passé et c'est encore maintenant. Donc, évidemment, c'est la priorité. Donc voilà, le cercle de sécurité. Donc l'idée, c'est que le parent ait une base de sécurité pour son enfant, ce qui va lui permettre de pouvoir aller explorer, faire des expériences, et puis, en cas de besoin, revenir pour te rassurer, en 2 mots. Donc en gros, on a vraiment beaucoup besoin des parents. Les 4 piliers de la thérapie. Donc la sécurité dans le présent, je radote, mais donc je parle des parents, mais on va évaluer la sécurité dans le présent dans toutes les sphères de la vie de l'enfant, avec les parents, à l'école, dans les activités extrascolaires, voilà, les loisirs, la famille élargie. Parfois, il y a des grands-parents qui prennent vraiment part à la vie de l'enfant. Enfin, voilà, on va vraiment faire un état des lieux au départ. La ligne du temps, c'est notre outil principal.
Donc, c'est une liste de souvenirs, en fait, des différents souvenirs de la vie de la personne. Donc, soit on part d'un événement. Typiquement, il y a eu un événement traumatique, on va partir de cet endroit-là, et puis on va mettre 10, 12 souvenirs jusqu'au présent. Soit on peut partir du tout début de la vie, quand ça a été compliqué depuis le départ aussi. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure, hein, avec des cas cliniques, ce sera plus parlant. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est relancer ce processus de datation, hein, remettre les événements, que la personne puisse sentir dans son corps que les événements sont passés, et remettre une temporalité. Là où dans le trauma, il n'y a plus de temporalité, il y a des symptômes, c'est comme si ça existait maintenant, là, tout de suite, alors qu'en fait, c'est fini. Et donc, on va répéter ces lignes du temps pour justement viser l'intégration neuronale. Hein, donc, c'est ces différents réseaux neuronaux qui vont se connecter entre eux. Hein, c'est la loi de Hebb. Hein, quand on active les différents réseaux neuronaux de manière répétée, ils se connectent, ils se mettent ensemble, et donc ça favorise l'intégration. Et évidemment, l'accordage du thérapeute, parce que sans accordage, on ne peut pas faire grand-chose. Là, c'est vraiment l'accordage aussi au sens que le thérapeute soit capable de maintenir autant les parents que les enfants dans leur fenêtre de tolérance. C'est parfait, vous avez vu juste avant ce que c'était. Quand on n'est pas dans sa fenêtre de tolérance, on ne peut pas apprendre. D'accord ? C'est vraiment la condition préalable. Donc, pour faire tout ça, oui, d'abord, en thérapie ALI, on peut traiter un peu deux grands types de traumas. Les traumas simples, donc un événement unique, un accident, un attentat, une agression unique. Et puis les traumas du développement, qui sont liés souvent quand même à la mémoire implicite des 1000 premiers jours de vie. En général, ça n'arrive pas comme ça, pouf, à 2-3 ans. Et en durée aussi pendant la période de l'enfance par la suite. Et donc on va évaluer, encore une fois pour la sécurité dans le présent, si le trauma développemental il est passé, il y a eu tout un tas de difficultés dans la famille pour X ou Y raison qui souvent n'ont rien à voir avec l'enfant d'ailleurs, mais aujourd'hui c'est passé et les parents retrouvent cette capacité de pouvoir prendre soin, ou est-ce que c'est encore en cours, auquel cas c'est un petit peu plus compliqué. Brièvement, alors trauma simple, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Donc les reviviscences, vous connaissez, je pense, les jeux répétitifs, les cauchemars, les souvenirs qui arrivent, les évitements, que ce soit des pensées, des conversations, des lieux de certaines personnes, les troubles des cognitions et de l'humeur. Donc ça peut être des émotions aussi qui persistent, alors qu'il n'y a plus de raison, de la peur, de la colère, de la honte, de la culpabilité, toutes ces choses-là. Et puis l'hyperactivité, donc l'hypervigilance, être irritable, avoir des accès de colère, hein, ça peut être des enfants qui font des grosses crises. Les ados qui peuvent avoir des comportements autodestructeurs, les sursauts, enfin voilà, tout cet éventail-là, je vais un petit peu vite parce que je pense que vous connaissez. Et puis on a, ça on connaît moins, donc je vais m'attarder un peu plus, même si je ne vais pas être exhaustive, ça mériterait un cours entier, mais le trauma développemental qui a été conceptualisé par Bessel van der Kolk. Il avait proposé avec ses collègues, hein, ils ont un institut de recherche sur le trauma à Boston aux États-Unis. Si vous ne le connaissez pas, il a écrit le livre Le corps n'oublie rien, qui est vraiment génial quand on s'intéresse au trauma. Et donc il avait proposé ce diagnostic dans la dernière édition du DSM-5. Malheureusement, ça a été refusé, enfin, malheureusement à mon avis en tout cas, au motif que le DSM se veut descriptif et que là du coup c'est une approche causale parce qu'il y a eu du stress, des maltraitances, des négligences pendant l'enfance, ça cause tous ces symptômes, et au motif aussi que ça se chevaucherait avec énormément de diagnostics. C'est quand même là que c'est vachement intéressant aussi. Donc pour vous donner quelques idées, donc chaque catégorie, l'idée c'est en fonction du développement attendu à peu près pour l'âge de l'enfant, d'accord, même si on sait qu'il y a des variantes, mais voilà l'idée. Donc les dérégulations affectives et physiologiques, donc là, difficulté à réguler ses émotions, ça peut être des crises ou au contraire des moments d'immobilisation. Les états physiologiques, c'est le sommeil, c'est l'alimentation, c'est la digestion.
Voilà, on en a tous rencontré des enfants qui ont des maux de ventre, des problèmes comme ça, et il n'y a pas vraiment d'explication objective somatique, quoi. Voilà, et puis ils peuvent avoir aussi être très réactifs ou au contraire pas du tout au son et au toucher. C'est là où la psychomotricité, c'est quand même super intéressant, je trouve. Dérégulation de l'attention et du comportement. Comme son nom l'indique. Et puis, ça peut être aussi dans cette catégorie la perturbation au niveau des signaux de sécurité et de danger. Hein, les enfants et les ados qui n'arrivent pas bien à discriminer ça, ni à se protéger. Hein. Ils peuvent prendre des risques, rechercher des sensations fortes. Ça peut être des tentatives inadaptées pour se calmer, des mouvements rythmés par exemple. Ça peut aussi être de la masturbation compulsive, des choses comme ça. Hein. Des balancements, et puis des comportements auto-agressifs, hein, donc les scarifications par exemple, qu'on voit souvent. Et la difficulté, ça je le nomme aussi, je pense que c'est important parce que c'est un symptôme qu'on voit souvent et qui est souvent mal compris. La difficulté à maintenir une activité, à amorcer quelque chose. Moi je rencontre régulièrement dans mon cabinet des ados, souvent c'est des ados qui me disent bah là j'ai un exposé pour telle date, j'ai envie de le faire, je sais ce que je veux travailler comme thème, c'est un truc que j'aime bien, mais j'arrive pas. Je peux pas m'y mettre. C'est pas des flemmards, ça fait partie de la symptomatologie. Voilà. Voilà. Et puis la dernière catégorie, des régulations personnelles et relationnelles. Là, on va retrouver tout ce qui est angoisse de séparation, la peur pour les caregivers, ceux qui prennent soin de lui. Et puis voilà, tous les sentiments négatifs, difficiles de soi. Je suis nulle, je vaux rien, je suis pas efficace, je sais pas faire, voilà, tous ces trucs-là. Et les difficultés avec les autres, donc là, adultes, enfants, hein, ça marche pour tout le monde. Et là, pareil, il y a un peu une perturbation, se méfier, soit excessivement, soit pas du tout, faire confiance un peu comme ça, alors qu'on ne connaît pas les personnes. Manquer de limites par rapport à l'intimité aussi. Voilà, on parlait tout à l'heure des, des traumas, des agressions sexuelles. C'est vrai que voilà, il peut y avoir soit je veux que personne me touche, soit c'est bon, j'ai 6 ans, mais je vais m'asseoir sur les genoux d'un inconnu sans problème, quoi. Voilà. Voilà un petit peu. Donc, je vous encourage à aller lire la liste des symptômes de ce trauma développemental de Van der Kolk parce que c'est vraiment très riche et très intéressant. Donc, maintenant que vous savez un peu ce qu'on traite en LI, voilà ce qu'on propose comme structure. D'abord l'accueil. Donc là, on va recevoir d'abord les parents, ensemble si c'est possible, s'ils sont deux, si c'est possible, qu'il n'y a pas de gros conflits, etc. Et puis on va faire un peu une évaluation globale de l'histoire de l'enfant et de la sécurité dans le présent. Donc, encore une fois, liste non exhaustive, mais est-ce qu'il y a des soucis de santé physique ou psychique dans l'entourage? Est-ce qu'il y en a eu pendant la période des 1000 premiers jours? Est-ce qu'il y a eu des hospitalisations? Est-ce que les parents prennent du temps pour la vie familiale ou est-ce qu'ils travaillent énormément et en fait ils voient leur enfant 20 minutes le soir? Est-ce qu'il y a une famille élargie qui est présente? Est-ce qu'il y a des difficultés financières? Enfin, en fait, on va évaluer ce qui se passe pour l'enfant, puis on va aussi évaluer ce qui se passe pour les parents. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des difficultés qui font que là, les parents sont en difficulté pour prendre soin? Parce que si eux déjà, hein, quand on prend la théorie de l'attachement, c'est ça, c'est si eux, ils ont leur système d'attachement activé parce qu'il y a des difficultés, ils vont pas pouvoir activer leur système de caregiving. Du coup, le système d'attachement de l'enfant va être activé et les parents vont pas pouvoir l'aider à redescendre. Ok. Donc on va évaluer un petit peu tout ça, voilà, s'il y a des parents séparés, les activités extrascolaires, on va voilà, faire vraiment un état des lieux. Et puis ensuite, on va recevoir les parents séparément pour faire un protocole axé sur la relation à l'enfant. Donc là, c'est une ligne du temps avec des souvenirs depuis le désir d'enfant, ou s'il n'y a pas de souvenir de ça, depuis la grossesse. L'idée, c'est de revisiter avec eux l'histoire.
ce qui s'est passé pour eux, et on met que des souvenirs avec leur enfant. Okay, bon, la grossesse, voilà, les échographies, ce genre de choses, et puis ensuite que des souvenirs avec leur enfant. Et je vous ai mis diagnostic et intégration parce qu'en fait, ça permet les deux. Nous, ça nous permet d'avoir une anamnèse vraiment complète, vraiment globale, et d'avoir vraiment le point de vue différencié de chaque parent. Et puis, aux parents, ça permet d'avoir un peu des prises de conscience, de se rendre compte, voilà, un peu je vous donnerai des exemples tout à l'heure, mais de se rendre compte des souffrances de leur enfant, par exemple, de se rendre compte que, tiens, parfois on a des surprises. En fait, mon frère est décédé quand ma fille avait 1 an, et en fait, je crois que pendant 1 mois, j'étais pas là, quoi. Enfin, j'étais là, mais dans ma tête, j'étais pas là, j'étais pas avec elle. Donc ça va nous permettre vraiment, voilà, les deux. Et sur les traumas si besoin, parce que parfois, quand on fait, voilà, typiquement, quand on fait ce protocole, il y a un truc qui émerge et puis on se rend compte qu'en fait, il y a un truc qui n'est pas digéré pour le parent. Et donc, on va pouvoir traiter ça aussi si besoin. Une fois qu'on a fait tout ça, et vraiment une fois qu'on a, voilà, qu'on a mis de la sécurité, on va faire des séances avec l'enfant ou avec l'ado. Si nécessaire, parce qu'en fait, quand les enfants sont très petits, ils ont quand même une plasticité cérébrale énorme, donc ça arrive qu'on ne reçoive pas les parents, c'est pour des petits, hein, en général. Et donc, voilà, vu qu'on a, en théorie, pas mal régulé les parents avec cette première phase, on va ensuite recevoir l'enfant, l'ado, alors l'enfant surtout avec son parent, l'ado beaucoup moins, hein. En général ils ont besoin de leur espace, mais ça arrive qu'on ait des ados très régressés qui sont comme tout petits, donc à ce moment-là on accueille ce qu'est là, mais en général c'est quand même sans. Et donc ils vont être très actifs dans la séance. Ils vont pouvoir jouer, ils vont dessiner, ils vont faire des câlins, ils vont lire la ligne du temps. Donc je vais vous montrer comment c'est la ligne du temps, mais l'idée c'est que qu'on laisse toute la place voilà, aux parents et à son enfant pour pouvoir remettre, hein, le récit autobiographique familial et donc relancer l'intégration tous les deux, quoi. Nous, on intervient le moins possible, on met le cadre, mais on les laisse faire. Donc ça, c'est un exemple de ligne du temps. Je vous ai dit, c'est une liste de souvenirs. Alors avec les adultes, oui, c'est une liste de souvenirs. Les enfants, il leur faut du concret, quoi. Hein. D'ailleurs, on sait les capacités d'abstraction, ça arrive plutôt vers 12-13 ans à l'adolescence. Donc, on va démarrer par quelque chose de très concret. Donc là, c'est un exemple. Je vous ai mis une petite flèche parce qu'on l'a faite à l'envers. Donc là, la grossesse. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas clinique que je vais présenter parce que le cas clinique, c'était une ligne du temps avec des photos. Donc évidemment, je n'allais pas vous présenter les photos de la famille. Donc là, c'est une petite fille, voilà, la grossesse. On voit la maison des bébés après, puis quand elle arrive chez elle, et puis différents souvenirs à différents âges. Donc concrètement, on peut mettre la ligne du temps par terre, la lire. Parfois, j'utilise des poupées russes aussi pour avoir ce truc. Voilà, on met une poupée russe à chaque feuille qui représente chaque âge pour que l'enfant puisse se voir grandir aussi. Voilà, on fait vraiment quelque chose de concret. Donc ça, c'est quand c'est une ligne du temps depuis le début de la vie. Quand c'est une ligne du temps depuis un événement, on peut utiliser aussi ça. Et puis aussi, je vous expliquerai après, des petits Playmobil, enfin des choses pour jouer aussi les scènes traumatiques. Eh ben, allons-y, je vous explique directement, comme ça va être plus concret. Donc je vous donne 2 exemples, un exemple d'un trauma simple et un exemple d'un trauma développemental. Donc Liam, qui a 4 ans, ses parents viennent me voir parce que, donc on est en, je sais plus, octobre ou novembre, depuis la rentrée, il veut plus aller à l'école et il veut plus être sans ses parents, en fait. C'est très compliqué. Il a très peur d'aller chez le médecin et dans les 2 cas, il fait des grosses crises. Donc on explore un petit peu avec les parents. Il s'avère que l'an passé, donc à 3 ans et demi, c'était 7-8 mois auparavant, je crois, il fait une chute, il est chez sa grand-mère, sa maman lui donne le bain, voilà, tout va bien, et puis donc la maman de sa maman, sa grand-mère maternelle, appelle sa mère en disant tu peux m'aider dans la cuisine pour faire un truc. Voilà, elle finit le bain, elle le met dans la chambre, enfin voilà, tout va bien, pyjama. Et puis en fait, pendant qu'elle va aider sa mère, le petit monte sur le lit superposé, fait une chute, enfin voilà, va aux urgences. Il y a un trauma crânien léger, mais bon, voilà, quand même, tout le monde a peur, etc. Et en fait, depuis ça, il a très peur d'aller chez le médecin. Et depuis la rentrée, il y a eu un changement de maîtresse,
il a aussi peur d'aller à l'école. Avant, a priori, moi, je ne vois pas de traces de trauma développemental, ça a l'air d'aller. Voilà, donc la dynamique familiale est perturbée. En fait, cet événement a vraiment mis le bazar dans une famille qui allait plutôt bien, mais le père, il est en colère contre la mère, il lui fait pas confiance. La mère, elle en vient à surprotéger son enfant, alors qu'avant, elle le laissait libre voilà, d'explorer, hein, comme on a vu dans le cercle de sécurité. Et puis la grand-mère, elle culpabilise et elle parle pas, quoi. Bon, personne n'en parle trop d'ailleurs, mais elle peut vraiment pas en parler. Donc voilà ce qu'on peut faire en LI. Donc là, donc je fais les protocoles avec eux sur l'événement traumatique. Donc concrètement, je fais une ligne du temps. Je crois que c'était arrivé en février-mars, le lit. Là, on est en octobre-novembre. Donc je mets un ou deux souvenirs par mois depuis cet événement. On fait ça ensemble. Et puis ensuite, donc je fais une séance avec la mère d'abord. Hein, je ne fais pas ensemble tout ça. Je fais une séance avec la mère. Elle fait sa ligne du temps. Elle me raconte l'événement. Et donc je déroule. Je lui répète plusieurs fois. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé. Vous étiez en train de lui donner les bains, votre mère vous appelle, et puis après vous vous souvenez, il y a eu l'anniversaire, il y a eu les vacances à tel endroit, il y a eu tel truc. Bon voilà, on déroule plusieurs fois. Et puis en fait, la maman se rend compte, me dit qu'au début elle a c'est vraiment quelque chose de corporel aussi. Donc au début elle a les sensations. Elle me dit qu'elle a une sensation dans la poitrine, comme quand elle a eu très peur. Enfin, voilà, il y a un peu tout ça qui revient. Et puis, à force de répétition, elle me dit en fait, ah oui, donc je vous ai mis l'infirmière, parce que quand ils sont arrivés aux urgences, les médecins, malheureusement, enfin, un médecin était pas très, voilà, pas très bienveillant, un peu jugeant, à lui dire, mais enfin, pourquoi vous l'avez laissé tout seul? Enfin, voilà, donc la mère se sentait vraiment pas bien avec ça. Et puis au fur et à mesure, elle me dit, ah mais il y avait cette infirmière, je me souviens à la fin avant qu'on parte, qui m'a dit, mais madame, c'est un accident. Un accident, ça arrive. C'est pas parce qu'il y a eu un accident que, que vous êtes une mauvaise mère, quoi, en gros. Donc elle se rappelle de ça, et puis elle se rappelle aussi de plein de choses qu'elle a fait avec son fils par la suite. Voilà, elle se rappelle qu'elle est présente en fait pour son fils, qu'elle fait pas n'importe quoi. Je fais la même chose avec le papa. Et donc le papa, pareil, redescend. Et il me dit, en fait, j'ai vraiment exagéré là. Ma femme, la pauvre, elle aussi, elle a eu peur. Et puis mon fils aussi. Et puis bon, voilà, il s'apaise. Il refait confiance à sa femme. Donc déjà, dans le couple, ça va mieux. La maison, ça va mieux. Et puis les parents, très rapidement, me disent, mais en fait, comme nous, on est plus régulés avec ça, on voulait en parler à la grand-mère, expliquer un peu comment ça s'était passé nos séances et tout, et en fait, elle veut pas en parler, quoi. C'est vraiment bloqué. Donc finalement, on décide de faire une séance avec la grand-mère, et puis elle s'apaise que en fait, la pauvre, elle disait, c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai appelée, j'aurais dû faire attention, voilà. Donc elle s'apaise, et de nouveau, elle peut en parler, et puis elle peut en parler avec son petit-fils aussi. En fait, tout le monde peut en reparler avec Liam. C'est surtout ça le plus important, c'est que du coup, c'était un truc un peu bloqué, personne ne pouvait en parler avec le petit. Voilà, donc la construction du récit autobiographique familial reprend. Et en fait, je n'ai pas eu à recevoir Liam, parce que en fait, le fait d'avoir ses parents et sa grand-mère qui sont régulés par rapport à ça, qui en reparlent avec lui, ça a été suffisant. Alors, je pense aussi parce qu'il était très petit. Hein, à 4 ans, ça va vite dans le cerveau. Peut-être que s'il avait eu 10 ans, il aurait fallu que je le voie. Mais en tout cas, ça a fonctionné donc pour l'école. Et puis, la maman m'explique, 15 jours après que j'ai fait tous les protocoles, je crois, elle me dit, mais en fait, j'ai emmené mon fils chez le médecin parce que je me suis dit qu'on allait y aller juste pour un contrôle comme ça, mais pour prévenir que si jamais à un moment il est malade ou quoi, ce soit pas l'angoisse d'y aller. Donc elle lui a expliqué, elle lui a dit, écoute, voilà, moi j'ai eu très peur et j'avais peur du médecin parce qu'on est tombé sur un médecin qui n'était pas très sympa, mais en fait, là c'est le médecin de famille, on le connaît, il est adorable, et puis les médecins ils sont gentils, ils servent à voilà, soigner, etc. Enfin voilà, elle a fait un petit truc comme ça avec lui. Et alors bon, elle m'a expliqué qu'au début il était un peu collé à elle, à vérifier, et puis qu'en fait il observait beaucoup sa maman, hein, il regardait est-ce qu'elle a peur, est-ce qu'elle est bien, et puis finalement, voyant que sa maman était tranquille, il a accepté de se faire ausculter sans souci.
Voilà, c'était juste un contrôle, en plus, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc voilà un exemple où je n'ai pas eu besoin de recevoir l'enfant. Maintenant, ça se corse, parce que c'est quand même rare ce que je vous ai montré là. Hein, on sait bien qu'on a beaucoup plus de trauma développemental, des situations très compliquées. Hein. Donc la petite Fiona. Et la petite Fiona a 9 ans. Elle fait des crises d'angoisse depuis 2 mois. Elle souffre d'anxiété de séparation. Elle a très peur. Elle se fait des scénarios qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans la maison, tuer sa maman. Enfin, voilà, c'est des trucs très forts. Anxiété de performance avec l'école à fond. Voilà, elle travaille beaucoup. Elle a peur de rater. Elle a 9 ans et elle me dit comment je vais faire quand je serai au collège pour passer le brevet. Voilà, elle a 9 ans. Des cauchemars d'intrusion. Elle a beaucoup de difficultés relationnelles avec ses pairs. Voilà, elle se fait moquer. C'est pas évident pour elle. L'école, c'est vraiment pas une source de joie. Et la mère, en fait, ça l'énerve. Voilà, donc elle vient me consulter un peu en me disant débrouillez-vous, rendez-la moi réparée. Et ça l'énerve, mais en fait, elle panique, quoi. En fait, elle sait pas quoi faire. Ça la dérégule, la maman. Elle est perdue avec ça. Voilà. Et le papa, il n'est pas très présent. Alors après, c'est leur organisation familiale aussi. Hein. Ils ont décidé ensemble de s'organiser comme ça, que le papa travaille et que la maman soit maman au foyer. Ouais. Elle a 2 frères, Fiona, un plus grand, un plus petit. Voilà. Donc, je vous ai mis ça pour avoir un peu une illustration de ce qui se passe dans cette famille. Donc, quand on regarde la ligne du temps de Fiona, donc là, en gros, c'est les 1000 premiers jours. Ok. Donc, je vous ai mis ça en rouge comme ça parce que, alors, donc, il y a eu une naissance traumatique. La maman de Fiona a fait une hémorragie et Fiona a fait une détresse respiratoire. Tout s'est bien terminé, ça n'a pas été trop long, mais quand même, il y a eu une très grosse frayeur là. Et puis, il y a eu des violences éducatives ordinaires. Hein, c'est ce que la maman a reçu aussi. Hein, des fessées, des cris, des punitions, du chantage. Enfin, voilà, il y a eu tout un tas de trucs comme ça. Alors là, quand la maman me voit, elle vient me voir, elle commence tout juste à cheminer, à se dire, c'est peut-être pas la bonne méthode. Voilà. Mais n'empêche qu'il y a eu tout ça dans son histoire. Et puis, là, il y a un PPMS à l'école. Un PPMS, c'est un plan particulier de mise en sûreté. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des exercices d'intrusion. Et ça a lieu 2 ans après les attentats du Bataclan. Bon, ils n'y étaient pas ni rien, hein, mais bon, il y a quand même ça dans l'histoire. Hein. Enfin, bon, moi, je suis à Paris. À Paris, on n'était quand même pas très serein à ce moment-là. Donc oui, ça arrive environ 2 ans après. Et en fait, je me rends compte, en discutant avec Fiona, que en fait, les cauchemars d'intrusion, c'est depuis cet exercice-là, à l'école. Voilà. Et donc je vous ai mis les lignes du temps de la mère et du père aussi, parce que en Ellie, on va vraiment explorer aussi qu'est-ce qui s'est passé pour les parents, comment ils ont traversé tout ça, est-ce que pour eux, il y a des choses particulières. Et puis la mère, alors je ne le sais pas tout de suite, mais en fait assez rapidement grâce au protocole avec Fiona, je vais vous expliquer juste après, en fait elle m'explique qu'elle a été victime d'inceste de ses 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, jusqu'à ses 9 ans. En fait, elle-même, à ses 9 ans, a commencé à faire des crises d'angoisse, à développer des symptômes, etc., quand l'inceste a été terminé, en fait. Voilà. Donc, dans un premier temps, je reçois la maman. Évidemment, je demande qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, etc. Et puis, en fait, au moment et alors, la naissance, c'était comment? Elle s'écroule complètement, c'était terrible, j'ai failli mourir. Enfin, voilà, elle part en panique. Donc, je dis, OK, on va commencer par ça, parce qu'en fait, elle avait vraiment des symptômes TSPT assez forts. Donc, on fait une ligne du temps depuis l'accouchement jusqu'à aujourd'hui. Et là, déjà, elle commence à se rapprocher un petit peu de sa fille. Elle s'énerve un peu moins. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais déjà, c'est pas mal. Et ensuite, je fais donc un protocole sur la relation à sa fille, avec, voilà, donc dès le début, quand elle sait qu'elle est enceinte, et puis la naissance, et puis que des souvenirs avec son enfant. Donc
Donc elle voit sa fille, en général quand on fait ça, c'est quand même très émouvant, hein, c'est un indicateur aussi pour nous, hein, ça nous sert de diagnostic aussi, parce que, enfin, je ne sais pas si vous imaginez, ceux qui ont des enfants, mais retraverser comme ça plusieurs fois la vie de son enfant, c'est très émouvant, quoi. On les voit grandir, les progrès, ce qu'ils ont fait, les difficultés, les réussites, etc. Donc c'est quand même assez chouette. Voilà, et donc là, elle pleure beaucoup, et puis elle me dit, en fait, ma fille, elle est géniale, quoi. Elle a plein de qualités, elle est super, et en fait, après ça, de nouveau, elle peut lui faire des câlins. Donc ça, c'est quand même, au niveau de la sécurité dans le présent pour la petite, c'est énorme, quoi. Voilà. Je fais des protocoles avec le père également. Donc j'en fais un sur la relation à sa fille. Voilà, donc il me dit qu'elle est vachement forte. Il prend conscience de ses difficultés parce que le père, comme il n'était pas très présent, il disait un peu à sa femme, bah, c'est toi qui gères la partie les enfants. Il est un peu moins exigeant et puis il passe un peu plus de temps avec elle quand même. Ok, c'est leur organisation familiale, mais c'est quand même son papa. Et puis on décide ensemble aussi de faire un protocole à la relation à sa femme parce que pendant le protocole avec sa fille, bah, il commence à me dire, en fait, c'est vrai que je m'occupe pas trop de cette partie. C'est beaucoup ma femme qui gère, alors que, bah, en fait, elle a une histoire qui est très compliquée, ça doit être difficile. Enfin voilà, il commence un peu à prendre conscience de ça. Donc pareil, je suis en protocole avec une ligne du temps, avec que des souvenirs avec sa femme cette fois-ci depuis qu'il l'a rencontrée. Voilà, donc il prend vraiment la mesure là de ce qui s'est passé. Et puis, voilà, il aménage des moments juste avec elle, juste tous les deux, ce qui fait que bah, elle a voilà, aussi des soupapes de respiration, c'est quand même plus sympa. Et puis j'oriente la maman en thérapie personnelle, parce que quand même c'est pas magique, hein, c'est pas en faisant 3 séances que ça y est, c'est fini. Voilà, donc à la base elle venait pas me voir pour ça, mais comme elle a vu l'effet que ça a fait, les quelques séances qu'on a fait ensemble, du coup elle m'a dit bon ok, je vois comment ça marche, je suis ok pour y aller, ça se passe en douceur. C'est une patiente qui me disait, ce que j'adore chez vous, c'est que vous me coupez, vous me laissez pas parler. Parce que c'est vrai que dans le trauma, si on laisse parler, on laisse parler, on laisse parler, on peut se retraumatiser. Donc parfois, quand elle voulait me raconter, je disais stop, je vais faire la ligne du temps. Et après, à la fin de la séance, si vous voulez, vous me raconterez tout. Mais en fait, sinon, voilà, elle allait être dans un état, me raconter tout ça en larmes, en tremblant, c'est pas l'idée, quoi. Donc voilà ce qui se passe. J'ai pas fait de protocole avec le papa sur l'accouchement parce que a priori, voilà, c'était pas nécessaire. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, que la maman a commencé sa thérapie, je commence à recevoir Fiona avec sa maman. Donc je commence par traiter le trauma à l'école, hein, le PPMS. Donc là, pareil, on dessine une petite ligne du temps, alors assez courte, là, c'est juste pour une séance, hein. Donc on fait sur une feuille, on fait l'école, sur une feuille, on fait la maison. On prend des petits Playmobil. Donc il y a elle, il y a 2 copines à elle, il y a la maîtresse, il y a la maman, et puis donc on joue la scène, on joue que la maman vient chercher Fiona en disant ma chérie, je suis désolée, je me suis pas rendu compte à quel point tu as eu peur, viens à la maison. Voilà, et qu'ensuite elle traverse la ligne du temps ensemble jusqu'au présent. C'est des moments assez touchants aussi, c'est vrai que c'est vraiment, on observe vraiment la réparation de l'attachement dans ces séances-là, c'est très touchant. Donc déjà, fin des cauchemars, un peu moins peur d'aller à l'école, mais bon, c'est quand même pas que ça le problème. On fait 6 séances depuis le début de sa vie. Donc là, il y a une amélioration, je dirais, assez générale. En fait, c'est assez progressif ce qui se passe avec elle. Ça se passe un peu mieux avec ses pairs. L'anxiété de séparation et de performance, ça baisse aussi un petit peu. Elle commence à arrêter de parler de trucs qui vont se passer dans 10 ans et à moins dire il faut que je travaille, que je fasse mes devoirs, que je fasse machin jusqu'à 22h. Elle est capable de s'arrêter plus tôt, même si ça reste un sujet de préoccupation pour elle, mais quand même, ça se calme. On fait 2 séances depuis la grossesse. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire sur la grossesse, c'est aussi pour ça que je l'avais mis en rouge. C'est que la maman appréhendait beaucoup d'avoir une fille. Bon, avec son histoire, on peut imaginer, parce qu'en fait, elle a un garçon, Fiona, un grand frère qui a 3 ans de plus, et un petit frère.
Et au moment où elle est enceinte de Fiona, voilà, elle a un petit peu peur de comment ça va se passer. Et en plus, financièrement, les parents à ce moment-là traversent une période assez compliquée. Donc, il y a du stress, quoi. Alors, on ne sait pas exactement, on a encore plein de choses à découvrir, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, comment le bébé dans le ventre sent le stress, etc. Hein, voilà. Mais il n'empêche que quand on fait ça, ça se calme, il y a un truc un peu un sentiment de j'existe qui se met en place chez Fiona et c'est assez typique, hein. C'est souvent ce qu'on remarque. Ouais, je vous ai mis laisse-moi tranquille parce qu'après ces 2 séances, elle débarque dans mon cabinet et elle me dit un tel qui est toujours en train de m'embêter, un camarade de classe qui est toujours en train de m'embêter, elle me dit voilà, je lui ai dit laisse-moi tranquille et alors je peux te dire qu'il n'a pas bougé Manon. Je pense qu'elle était tellement sûre d'elle, ça n'a pas marché. Voilà, et puis ensuite on fait 5 séances. Je vous ai mis depuis l'arrivée à la maison, depuis une semaine après l'arrivée à la maison, à 2 semaines de vie. Donc là, c'est vraiment des séances où la maman est très active. Alors évidemment, j'ai briefé, coaché la maman. La maman a vécu ça dans sa thérapie personnelle aussi. Hein, c'est pas des choses qu'on fait en première intention. On prend un poupon qui est très réaliste, un peu comme dans les films. Vous savez, il y a des films où on voit des nouveau-nés. En fait, c'est pas des vrais nouveau-nés. Et qui est lesté. Donc quand on le porte, il y a quand même une vraie impression d'avoir un bébé dans les bras, même si on sait que c'est pas un vrai, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et en fait, donc la maman prend ce poupon pour symboliser Fiona bébé et pouvoir apporter, alors toujours avec la ligne du temps, hein, mais pouvoir apporter des paroles réparatrices à Fiona. Donc Fiona, qui est là, qui a 9 ans, 10 ans maintenant, regarde sa maman, prendre soin de Fiona bébé, regarde sa maman, lui dire « Je suis désolée, quand tu es née, j'allais pas bien, j'ai eu très peur, quand tu es née, et en fait, c'est vrai que j'étais pas vraiment présente. Je suis désolée, mais aujourd'hui, ma chérie, je suis là. » Voilà. Et on répète comme ça quelques fois. Et là, voilà, il y a vraiment. Alors là, c'est vraiment au niveau de l'anxiété de séparation, ça s'est complètement calmé. Et du coup, il y a le système d'exploration qui a pu se mettre en œuvre. Et puis, je fais quand même 2 séances depuis sa naissance. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait bouger? Est-ce que si j'avais refait des séances bébé depuis l'arrivée à la maison, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça se consolide. Elle retraverse ça. Et je pense que ce qui fonctionne bien dans ces cas-là, c'est non seulement la ligne du temps, mais aussi sentir sa maman qui retraverse tout ça tranquillement. Parce que je vous rappelle que quand elle est arrivée, elle ne pouvait pas m'en parler sans pleurer et sans trembler, quoi. Et là, elle voit sa maman qui lui raconte, ça se passe bien, quoi. C'est assez tranquille. Voilà comment ça se passe. Donc pour conclure, voilà ce que la thérapie ELI peut permettre. Donc la désactivation des systèmes de protection du passé, donc les mécanismes dissociatifs, la parentification, comme avec Fiona, là c'était le cas, hein, elle prenait tout le temps soin de sa maman, parce qu'elle avait peur pour elle. Faire vivre une relation correctrice, donc là c'est typiquement ce que je vous expliquais qu'on fait avec le poupon. Reprendre la construction du récit autobiographique familial, et donc le développement du sentiment d'intégration, hein, c'est vraiment ce processus-là qui est relancé. Améliorer la régulation émotionnelle, au sens être dans sa fenêtre de tolérance, hein, donc on ressent des émotions, mais on n'est pas complètement débordé et pas complètement anesthésié non plus. On peut naviguer dans quelque chose qui est tolérable, qui est OK. Améliorer les compétences parentales, je vous ai mis les références en dessous, ça c'est des choses que les patients nous ont beaucoup rapportées, même dans leur thérapie perso, hein, quand c'est pas forcément orienté par la demande pour un enfant. L'apaisement du système d'attachement et puis la diminution voilà, de différents symptômes. Et voilà les références. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, notamment d'avoir rappelé l'importance de la place à donner aux parents et aux familles dans l'accompagnement des enfants et des ados, psychotraumatisés ou non d'ailleurs. Je vois que le temps imparti est passé. Est-ce qu'il y a des questions